Aujourd'hui, j'essaie de changer de cadre. J'essaie de penser ce qu'il y a de fantastique dans le monde. Alors, on change de décor. Et évidemment, ce n'est pas un décor que je connais, et ça, c'est vraiment une chose qui m'intéresse. On va reparler du fantastique, de la peur, et de ce que ça fait de relire des livres. Je suis dans la cave d'un immeuble, mon immeuble. L'immeuble ne m'appartient pas, mais c'est là où je vis. Enfin, pas dans la cave. Vous le sauriez, vous l'auriez déjà vu. Il se passe quoi quand on est là? Moi, je viens jamais ici. Et là, en fait, on a tous les bruits de la nuit. Des gens qui sont chez eux la nuit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce qui est quotidien disparaît complètement. Et donc ça, c'est le quotidien de mes voisins. C'est le soir. Et on est à 7 étages au-dessus de nous. Avec plein de couloirs. Et quasi que des étudiants. Normalement, on n'est que des étudiants. Ou assimilés étudiants comme je le suis. Ça fait quoi, ça? Ça fait du quotidien vu de l'autre côté du décor. Les caves, j'y suis venue pour des raisons bassement techniques. On n'y va pas très souvent, c'est du stockage. Et ici, on est vraiment dans ce qu'on appelle un local technique. Ça m'intéresse. C'est comme s'il y avait une fabrique de l'immeuble. Un truc qui permet de le faire fonctionner. Il y a quelques jours, peut-être une semaine ou deux, en discutant avec un ami, je me suis rendu compte, en fait, d'une mémoire que j'avais, qui datait de mon lycée. Et c'était quand j'étais en terminale, j'étais hyper réceptive au bruit des chariots qui passaient dans les couloirs. Et je m'étais brodé tout un imaginaire à partir de ces chariots de ménage. Et je savais très bien, je connaissais les femmes et les hommes qui faisaient le ménage dans le lycée, beaucoup de femmes, mais il y avait aussi des hommes. D'ailleurs, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Mais ce bruit comme ça des chariots, je me disais, mais en fait, à partir du bruit des chariots, on pourrait imaginer un autre film que le quotidien. Et maintenant, ce qui m'intéresse, en fait, quand je regarde des films d'horreur, par exemple, c'est de chercher ces procédés qui vont amener vers la peur et vers donc le fantastique. C'est-à-dire, vraiment, ce qui m'intéresse dans le fantastique, c'est le vacillement entre la réalité et ce qui pourrait être une autre réalité, peut-être plus réelle, mais masquée. Une réalité dont on n'aurait pas idée jusque-là. Il y a pas mal de choses qui m'intéressent là-dedans. Évidemment, la stylistique de ça, comment on donne cette impression d'étrangeté, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup et que je ne vois pas beaucoup étudier. Donc si vous avez des références de stylistique du fantastique, moi je prends. Sinon, moi je ferai. Mais ce qui m'interpelle, c'est, bon, pourquoi on a peur, pourquoi on aime se faire peur. Encore que là, j'ai un peu peur et je ne suis pas sûre de complètement aimer ça. En tout cas, pourquoi on va se faire peur par la fiction? Parce que la fiction, ça va être un faire semblant, ça va permettre en fait de tester nos émotions. Mais finalement, pourquoi ça marche? Et pourquoi on y croit quand on lit un texte ou quand on voit un film qui fait peur? Parce que, en fait, derrière ce qu'il y a, pourquoi ça va marcher autant? Pourquoi on a aussi facilement tendance à croire une réalité qui, si on reste dans une perspective rationnelle, n'existe pas? Et ça, c'est vraiment une question que je trouve intéressante. Comment ça se fait qu'on a envie d'y croire? Je pense que les mécanismes sont un peu les mêmes que pour la croyance au complotisme, mais ça me semble encore différent. Le complotisme, c'est qu'on va avoir un objectif, une explication du monde, et tout va converger vers cette explication. Tout est interprété dans cette explication, dans le sens de cette explication. En gros, si on prend un terme un peu psychiatrique, le complotisme est paranoïaque, puisque tout converge. Mais avec la peur du fantastique, ce qu'il y a, c'est que pourquoi on aurait tendance à croire que le quotidien n'est pas vraiment le quotidien? Je pense que ça vient de l'enfance et du trauma. Probablement que ça vient de l'enfance parce que y a quand même cet âge où on n'est pas grand, le monde n'est donc pas fait pour nous. Vous savez, quand on dit à hauteur d'enfant, ça veut dire qu'en fait le monde est à hauteur d'adulte. Et donc quand on a la hauteur d'un enfant, on n'est pas à la hauteur d'un adulte. J'ai envie de dire par définition, quand on va dans une école maternelle, on se rend bien compte que les toilettes ne sont pas adaptées pour les enfants, par exemple. Ou les tables, ou tout ce qu'on veut. Mais en plus, ce qu'il va y avoir et qui va s'ajouter à ça,
c'est que le monde, quand on ne le connaît pas, il n'est pas expliqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque jour, on actualise une compréhension déjà passée du monde et qui va se vérifier par l'habitude et la vie, en fait, au quotidien. Mais finalement, quand on est enfant, on n'a pas ce passé qui peut être un passif. Le trauma, et je sais que c'était l'explication, et je m'en suis rendu compte en parlant avec cette amie, et je ne l'avais pas vu avant, le trauma, ça va amener une hypersensibilité qui va rendre ultra attentif au monde. Et là, je le sais vraiment parce que bon, mon trauma, il a une date très précise, et c'est passé vraiment l'événement auquel je pense et qui a changé des choses, c'était entre l'été de ma première et ma terminale. Et le bruit des chariots en première, je ne m'en souviens pas. Et sur ma terminale, j'ai très peu de souvenirs, en dehors du boulot monstrueux que j'abattais, équivalent à la Greg, et de l'énorme besoin de méthode que j'avais. Bon, on a plus ou moins expliqué ça, pas en terminale, mais un peu après, par le fait que j'ai été diagnostiquée surdouée, des choses comme ça. Je pense pas que la douance soit une vraie explication pour ça. Je penche beaucoup plus sur le trauma, qui va amener une hypervigilance, et qui donc m'aura amené à être aussi sensible à ce bruit et à broder un imaginaire autour de ce bruit. Cet imaginaire, il est aussi né de mes lectures antérieures. Hein. Il a été nourri avant. Mais pourquoi il naît à ce moment-là? Et puis je me faisais chier en maths, quoi. On peut aussi le dire simplement. Avec une prof qui était hallucinante. Et en même temps, ce qui va se passer à ce moment-là, et qui se passait pas avant. Alors en première, je commençais déjà à avoir une sensibilité quand même assez accrue au monde, mais très poétique. Et là, en fait, c'était des choses quand même assez fantastiques que j'imaginais, et ça s'est empiré, parce que j'ai été victime d'un syndrome de stress post-traumatique. Et c'est allé jusqu'à avoir des hallucinations pendant quelques mois, pas des hallucinations toute la journée, des flashs. Donc des flashbacks et des moments en fait de pure hallucination que je savais être hallucinatoires. Et il y a eu un autre moment encore, des années après, quand je suis retournée en Allemagne, pendant mon Master 2 d'allemand, où en arrivant à Göttingen, et ça faisait 8 ans que je n'avais pas été en Allemagne, alors que j'y allais tous les ans, quelque chose comme ça, enfin longtemps, vraiment longtemps, peut-être que 6 ans, mais vraiment longtemps. J'ai eu cette impression très étrange que tous les Allemands faisaient semblant de parler allemand, et en fait parlaient français entre eux, mais parlaient allemand quand j'étais là. Et je savais que c'était une impression qui était dingue. Et ça m'a pas lâché, cette impression-là, pendant le mois que j'y étais. Et étrangement, je suis retournée en Allemagne 2 mois après pour un colloque, qui était mon premier colloque, et elle est partie, elle n'était plus là. C'est étrange. Et donc ça, c'est vraiment des moments où le monde n'est pas devenu fantastique, mais où j'ai pu ressentir le monde comme fantastique. Et en fait, ce que je trouve absolument fascinant, c'est que c'était le même monde que celui que je connaissais. Je n'avais pas été à Göttingen, mais j'avais déjà été en Allemagne. Je ne connaissais pas spécialement Berlin. D'ailleurs, à Berlin, ça s'est quand même plutôt bien passé. J'avais déjà fait une excursion, enfin un week-end à Berlin depuis Göttingen. Et j'ai fait le colloque à Berlin, c'était à la Humboldt, l'université de la Humboldt. Mais à ce moment-là, bon, les choses se sont passées. Et en même temps, je ne suis jamais retournée à Rostock, où les choses se sont déroulées, et en même temps dans un cadre scolaire. Et je passe ma vie dans des cadres scolaires ou universitaires depuis. Et voilà, je sais que l'agrégation pour moi a été difficile en raison de ce passif scolaire. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que finalement le quotidien devient complètement transformé. Et c'est comme s'il se désubstantialisait ou qu'un masque tombait. C'est à peu près ce que je suis en train de ressentir dans cette cave et c'est assez flippant, pour être tout à fait honnête, parce que là ce que j'entends, je sais que ce sont les bruits des gens qui vont aux toilettes et le bruit des douches. Cet étage de douche qui me tombe dessus et d'urine. Ça passe dans les tuyaux, on a eau pluviale, eau usée, etc. Mais ça ne ressemble pas au bruit que moi je fais quand je vais aux toilettes, parce que évidemment, moi je ne vis pas à côté d'un tuyau d'évacuation, pas d'un gros tuyau d'évacuation d'immeuble. Il se passe encore autre chose. Et c'est en fait ça que peut amener le trauma et qu'explore et qu'on connaît dans l'enfance et qu'explore la littérature fantastique. C'est passer de l'autre côté du décor ou montrer que le décor peut-être n'être qu'un décor. Et ça, c'est vraiment un truc que je trouve absolument fascinant. C'est une des raisons, je crois que j'en ai avoir déjà parlé ici, mais qui fait que moi, ça m'a vraiment toujours intéressé de penser le film d'horreur comme un médium féministe.
Parce que le féminisme amène aussi cette question épistémologique. Et là, il y a eu un moment où ça a vraiment été douloureux de me rendre compte que... Alors ça fait du bien de me rendre compte que mon problème individuel est un problème collectif, mais c'est dur de réparer le monde. Et je n'en ai pas été capable, et je ne sais pas réparer le monde et le changer. Et il y a un moment où j'ai pu me demander, est-ce que le féminisme correspond à une théorie complotiste, et ça marche avec le racisme, etc. Est-ce que je suis devenue paranoïaque, ou est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer? Et ça a pu se passer dans mon couple de l'époque. Est-ce que je suis en train de faire des reproches qui sont légitimes, ou est-ce que je suis en train de me monter le bourrichon, comme on le dit familièrement? Et c'est pour ça que cette phrase de David Foster Wallace, qui apparaît mais absolument comme un cheveu sur la soupe dans Le Roi Pâle, m'a bouleversée. Toutes les histoires d'amour sont des histoires de fantômes. Parce qu'en fait, je crois vraiment que le fantastique nous permet de parler de ces sentiments d'étrangeté que l'on peut avoir en fait au quotidien et dans ces circonstances que sont l'enfance, l'incompréhension du couple, les moments de harcèlement, le vécu de la violence. Et en fait, ça fait que la réactualisation de l'habitude ne fonctionne plus. On est toujours dans le passé, mais ça ne marche plus. Et parfois, j'ai vraiment cette impression, quand je lis, je l'ai fait avec Beauvoir, relire Beauvoir 15 ans après. J'étais 14 et demi. Qu'est-ce que ça fait, ou 16 d'ailleurs, je ne sais plus, qu'est-ce que ça fait de relire un livre qu'on a lu en n'ayant pas cette sensibilité, alors qu'on va même se chercher ayant lu le livre? En fait, c'est quoi quand le temps commence à ne plus être linéaire, mais qu'on entre dans des espèces de cycles ou quand on tombe dans des brèches temporelles? Et en fait, il y a des mises en scène, il y a des représentations qui permettent de la voir. Le film d'horreur fonctionne bien, mais plus globalement, en fait, au-delà du film d'horreur, mais marcher toute seule dans une rue sombre la nuit de façon inquiétante, eh ben, ça me colle dans le film. Ça me colle dans l'angoisse par les mythes qui se transmettent. Et donc, en fait, on peut aller jusqu'au creepypasta, jusqu'aux rumeurs urbaines, pour parler de ces peurs. Mais ce qui m'intéresse finalement, c'est pas tellement ni la peur, ni le récit qui va accompagner ou qui va permettre de représenter ou de susciter cette peur. Ce qui m'intéresse, c'est ce moment où on devient étranger à soi-même au point de ne pas se reconnaître. C'est le hors-là en quelque sorte. Pas tellement toute la démarche rationaliste que met en place Maupassant dans le hors-là. D'ailleurs, j'avais été très surprise en le relisant il y a quelque temps. Mais quelque chose en fait d'encore plus direct. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le médium mis en place par Maupassant dans le hors-là, eh ben, il fait encore prendre du temps par rapport à ce qui n'est finalement peut-être pas un sentiment, mais directement un état dans lequel on peut se trouver plongé. On a comme ça ces impressions qui peuvent être très étonnantes. Là, je vous fais une littérature, enfin, je vous fais une vidéo sur la littérature et sur les émotions littéraires sans livre, mais il y a quelque chose comme ça qu'on retrouve dans la relecture des livres. Et d'un point de vue politique, la relecture des livres, en ce moment, c'est vraiment un très gros sujet. J'en ai parlé plusieurs fois avec l'affaire Chénier. Ça fait quoi de lire comme on n'a jamais lu, ou ça fait quoi de relire et de ne pas se retrouver dans la lecture? Quand on a une lecture qui, par exemple, va voir de la culture du viol dans un poème d'André Chénier, c'est donc le propos de l'affaire Chénier, quand on commence à se rendre compte, en fait, par exemple, de la violence misogyne que portent les textes, qui nous semblaient être juste des textes érotiques, traditionnels, standards. Et quand on commence à voir, en fait, l'étendue et l'intensité de cette violence, et ça on le voit par la lecture, et on le voit dans le monde, hein, quand on découvre ça, quand on découvre la prévalence de l'inceste, quand on découvre la prévalence des féminicides, quand on découvre les chiffres des violences conjugales, et des violences économiques, et des violences psychologiques, bon, mais on est horrifié, mais ça veut dire en fait que le monde perd une saveur et gagne une amertume. Et ce moment-là, il est quand même très très difficile à représenter quand on ne le traverse pas. Et je ne sais pas si, quand on est un homme allié du féminisme, qu'on n'a pas soi-même été victime de violence, ce qui arrive quand on est enfin, ce qui peut arriver quand on est un homme, évidemment. Là, je parle vraiment des violences sexistes parce que ben, c'est mon domaine. Il se passe quoi? Comment cette peur, elle peut se communiquer pour être comprise et amener une compréhension commune qui, elle, m'intéresse? Comment on fait sentir ça? Ah, quand je regarde Halloween, le film d'horreur,
Je pense vraiment qu'on a un film qui nous parle du patriarcat. Mais je vois que mes potes fans de films d'horreur ont pu me dire que je donnais trop d'intelligence à Carpenter. Je dis bien Carpenter. Et trop d'épaisseur et trop de propos politiques. C'est possible, mais l'intention, je m'en fous, en fait, l'intention de l'auteur. Ce qui compte, c'est ce que ça va faire. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ce film-là? Et en tout cas, ça change quoi que moi je le vois comme ça, alors que d'autres ne le voient pas comme ça, et que je l'avais déjà vu, et que je n'avais pas vu ça. Bien sûr que ça veut dire que tout mon passé, comme l'étayage théorique que j'acquiers au fil des années, ça fait quand même plus de 15 ans maintenant que je suis féministe et que je me renseigne, ça fait une autre épaisseur au monde, un autre regard, qui ça change, c'est peut-être plus accru. Et je ne sais pas dire ce qui se passe à ce moment-là qui n'est pas forcément communicable. Je sais qu'on peut faire de la pédagogie, des fois je suis fatiguée, moi c'est mon métier la pédagogie, je suis prof quoi. Mais qu'est-ce qui se passe quand je transmets ça? Est-ce que je pense que je peux l'expliquer, mais est-ce que je peux le faire sentir? La peur constante que ça peut être. Ce que ça peut amener que d'avoir des hallucinations tellement on a été abîmé par la violence. Et par la violence et parce qu'on ne comprenait pas la violence. Et en fait, c'est cette incompréhension qui perce des brèches dans la psyché. Et c'est ça qui vraiment m'intéresse dans le fantastique. Et dans l'horreur, je suis assez light là, sur les définitions. Et dans l'espèce de challenge que je me suis donné à descendre à presque minuit dans la cave de mon immeuble, parce que j'avais la clé. Je vais remonter. Hein. Je vous dis à bientôt.